Bienvenue sur le banc des assurés. Nous plongeons aujourd'hui dans l'histoire et le quotidien d'un chirurgien ophtalmologiste qui a vécu une série de complications au décours d'une intervention chirurgicale. Entre l'urgence de l'intervention, les limites anatomiques imprécises et la responsabilité médicale, que s'est-il passé pendant cette intervention de Monsieur D pour qu'elle vire au cauchemar? Décryptage ensemble d'un enchaînement de complications où chaque geste a compté. Monsieur D, actif, sans antécédent, présente une baisse d'acuité visuelle de l'œil gauche et consulte un ophtalmologiste. À l'examen clinique, il présente une cataracte post-traumatique en lien avec son histoire d'un traumatisme passé inaperçu dans sa vie. Acuité visuelle de l'œil droit corrigée 10 sur 10, acuité visuelle de l'œil gauche corrigée 4 sur 10. Le chirurgien ophtalmologiste propose donc une intervention de la cataracte sous anesthésie par topique. Le choix du mode d'anesthésie tient compte du contexte et du calme apparent du patient qui semble pouvoir être coopérant pour ce type d'intervention. L'intervention est donc programmée, planifiée, sans consultation d'anesthésie. Au jour de l'intervention, les premiers signes d'inconfort apparaissent dès l'injection. Agitation discrète et regard fuyant. Le chirurgien, pour autant, décide de poursuivre, pensant que le patient pourrait coopérer et poursuivre l'intervention en l'état. Mais au moment de la phacoémulsification, les mouvements oculaires involontaires s'intensifient. Et là, c'est la rupture capsulaire, au moment de la fragmentation du noyau. Dans la précipitation, l'implant est choisi à la hâte et mal positionné dans le sulcus. Résultat, au décours de l'intervention, le patient souffre d'un flou visuel persistant. Le contrôle montre un mauvais positionnement de l'implant. Un deuxième chirurgien est sollicité pour une reprise chirurgicale. Lors de cette seconde intervention, une traction vitréenne entraîne un décollement de la rétine, nécessitant une vitrectomie postérieure. Résultat fonctionnel final, acuité visuelle de l'œil gauche multiplement opérée à 2 sur 10. Le patient est en grande détresse psychologique, considérant que son autonomie est fortement compromise. Il décide de porter plainte pour erreur médicale. Pourquoi avoir maintenu l'intervention malgré les signes d'inconfort visibles du patient? Pourquoi l'absence d'anesthésiste? Pourquoi le choix de ce mode d'anesthésie? Et pourquoi le doute apparent pendant l'intervention n'est pas notifié dans les documents péropératoires? In fine, quelle est la responsabilité du chirurgien? Nous nous retrouvons ici sur le plateau pour discuter de ce cas clinique et bien sûr avec l'ensemble de vos expertises. Donc je vais vous présenter Dr Blumen Ohana. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste au 15-20. Oui. Et vous reviendrez sur ce cas clinique que l'on a vu ensemble, Avec juridique. Et puis bien sûr maître Georges Laccueil, que je ne présente plus. Vous êtes avocat à la cour et puis spécialiste en droit de la santé, spécialisé dans la défense des chirurgiens. Et donc, du coup, à même d'apporter votre expertise sur ce cas que nous allons voir ensemble. Alors justement, quand je reprends ce cas qui nous a été présenté, cette histoire tragique pour le patient, compliquée pour le chirurgien ophtalmologiste, d'abord, vous, en tant qu'ophtalmologiste, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ça m'inspire la difficulté d'arbitrer entre un acte qui est effectivement très pratiquée. C'est la première chirurgie pratiquée en France et dans le monde, je crois, avec près d'1 million de cas réalisés par an en France. La chirurgie de la cataracte, c'est une chirurgie qui se passe dans l'immense majorité des cas bien. Donc d'arbitrer cette situation très favorable avec une situation effectivement qui peut se compliquer parce que même si cette chirurgie est standardisée, bien réglée, elle peut parfois se compliquer. La preuve en est, on en a un exemple au travers de ce cas clinique. L'autre chose, c'était d'insister sur le fait que ce message, cette croyance populaire de dire la cataracte c'est rien, c'est une erreur stratégique. Il n'y a pas de chirurgie sans risque et la chirurgie de la cataracte, c'est une chirurgie qui nécessite beaucoup de technicité. Et il faut savoir aussi repérer des difficultés qui peuvent être prévisibles. Et en l'occurrence, une cataracte post-traumatique qui fait suite à un traumatisme oculaire n'est pas une cataracte banale, c'est une cataracte qui est susceptible de se compliquer parce que le cristallin, sous l'impact d'un coup, peut ne pas tenir comme un cristallin tient d'habitude. Alors justement, on a un public d'avertis, d'ophtalmologistes qui nous regardent, donc ils connaissent bien le sujet, mais
concrètement, pour ceux qui sont peut-être un tout petit peu plus loin et toujours très attentifs aux risques juridiques, là, en l'espèce, il y a pourtant eu un anesthésique topique, on va revenir dessus, et l'œil bouge avec des mouvements involontaires. Est-ce que c'est une situation fréquente, connue, anticipable? Vous avez un petit peu dit qu'il y avait un facteur de traumatisme antérieur qui était peut-être sous-estimé sur son importance. Qu'est-ce que ça vous fait dire? Alors, la chirurgie de la cataracte se fait traditionnellement sous anesthésie topique, c'est-à-dire par l'instillation de collyres anesthésiants assez puissants qui permettent aux patients de ne pas ressentir de douleur, mais qui fait en sorte que le patient a des sensations, qu'elles soient tactiles, il garde toute son audition, ses sens sont en éveil, et la faculté motrice de l'œil demeure, c'est-à-dire que si le patient peut bouger, et assez régulièrement le patient peut bouger son œil, sans le faire exprès d'ailleurs, sans même s'en rendre compte, et ça peut interférer avec l'action du chirurgien qui a les instruments à l'intérieur de l'œil. Et vous comprenez bien qu'un œil, c'est un volume limité, et que s'il y a un mouvement intempestif involontaire, il peut y avoir une complication induite simplement par le mouvement. Et donc, c'est le cas, c'est ce qui se passe. Je voudrais revenir un instant sur quand on choisit que c'est une anesthésie topique, à ce moment-là, il n'y a pas de consultation pré-anesthésie pour le patient, c'est la règle? Non, il y a toujours, en fait, c'est médico-légal, il y a toujours une consultation préopératoire d'anesthésie, justement pour que l'anesthésiste puisse valider que le cœur va bien, que le patient est susceptible de tolérer l'anesthésie topique. D'accord. Il existe une petite exception. Il existe des dispositifs qui se mettent en place actuellement, justement, souvent en test. Ce sont ce qu'on appelle des blocs autonomes, où le chirurgien, quand il reçoit le patient, a une espèce de checklist qui lui permet d'attester finalement que le patient est en bonne santé et peut s'abstenir de voir l'anesthésiste. Et donc, il va être opéré sans filet, si j'ose dire, sans anesthésiste, sans surveillance anesthésiste, simplement avec un chirurgien dans la salle. Et effectivement, il y a des situations où ça peut clairement poser problème. Et je peux vous citer un exemple. On est ophtalmo, on n'est pas forcément très en contact avec la médecine en général. Et moi, je suis bien incapable, à l'heure actuelle, de savoir lire un ECG. Et si le patient m'apporte un ECG, de me dire, je ne sais pas. Donc moi, je suis très très contente d'opérer avec un anesthésiste pas loin. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir d'autres gestes ou sédations complémentaires qui puissent être faits dans le cas où on voit qu'en cours de geste, comme l'ophtalmologiste dans notre histoire s'en rend compte, en cours de geste, on voit que ça ne va pas, là... Ça, c'est la clé de voûte, je pense, de ce cas. Voyant le patient s'agiter, on aurait pu, à la place du chirurgien, faire appel à effectivement un anesthésiste qui a les moyens de calmer le patient de façon un peu plus profonde. Et nous-mêmes, en tant que chirurgiens, on a les moyens d'augmenter immédiatement l'anesthésie en injectant en sous-ténonien, donc en faisant une injection d'anesthésie plus importante en sous-ténonien, c'est-à-dire sous la conjonctive. Et ça permet généralement de limiter les sensations. Ça ne permet pas complètement d'abolir le mouvement, mais de limiter les sensations qui sont souvent à l'origine des mouvements. Maître Laccueil, j'ai l'impression, quand j'écoute l'histoire et les habitudes, que quand même, il y a quelques points qui ont pu être franchis ou pris avec certaines aisance, alors qu'il y aurait dû y avoir plus d'attention, plus de préparation et d'assistance avec un confrère anesthésiste. Alors, d'abord, il faut bien voir que ce type de cas, qui en général vont vers le procès, est résolu par l'avis de l'expert. Les juges vont se conformer en général aux conclusions expertales. Ce que vient de nous expliquer le docteur Blumen est très clair. Il y a un choix d'anesthésie qui est classique, qui est donc conforme, l'anesthésie topique, vous ne connaissez pas.
mais qui aurait pu ne pas être fait en raison du caractère traumatique de la cataracte opérée. Donc déjà, l'indication opératoire ne pose pas de problème, semble-t-il, et sur le choix initial de l'anesthésie, il y a un premier débat qui peut s'ouvrir. Les experts vont dire, oui, on pouvait faire la topique, ou non, il ne fallait pas la faire parce qu'il y avait cette antériorité susceptible de poser un problème. Première chose. Deuxième chose, il y a le mouvement du patient en péropératoire, qui est le centre de votre affaire. Et là, c'est compliqué, parce que si le chirurgien, à ce moment-là, constate la difficulté, interroge son patient, et que son patient lui dit « non, ça va », il peut y avoir une tentation de le croire et de le suivre. Et comme vous l'avez très bien dit, cette tentation, elle est dangereuse. Autrement dit, c'est le chirurgien qui est le professionnel, le chirurgien qui constate l'état du patient péropératoire, sa mobilité oculaire, etc., et qui doit prendre une décision au-delà de l'affirmation du patient que tout va bien. Mais je vous interromps un instant sur ce point-là qui est très important, parce que en tant que chirurgien, c'est tout à fait possible sous anesthésie locale ou similaire de s'entendre dire par un patient qui serait lui-même trop confiant qu'il est possible de continuer, qu'il supporte la douleur, que ceci est que dans l'instant où on doit quand même prendre des décisions plus immédiates en tant que chirurgien, on peut se laisser aller à l'écouter et peut-être à avoir un excès de confiance par la confiance qui nous est conférée par le patient. Dans quelle mesure ça atténue potentiellement en cas de complications derrière? Quand je vous entends, ça me fait penser que voilà un autre exemple de la perversion qu'il y a à laisser le patient décider de tout. Autrement dit, l'information, il décide, il va sur Internet, il voit les techniques opératoires, etc. Et pourtant, l'empowerment patient, c'est aujourd'hui le sujet. C'est terrible, c'est terrible. Et bien, ça génère des perversions. En termes d'information, s'il y a trop d'informations, ça peut générer beaucoup de stress, etc. Et en péropératoire, avec un patient éveillé, effectivement, s'il dit non, ça va et qu'on continue, c'est la perversion, on le suit et on a tort de le suivre. Alors pourquoi le chirurgien, c'est le seul professionnel dans la pièce, dans le bloc opératoire? Il constate qu'il y a quelque chose, il tire les conséquences de ces constatations et il agit. Et il ne peut absolument pas s'appuyer sur ce que lui raconte le patient, même si on est à l'heure de la parole reine du patient. Quand même, au bloc opératoire, c'est le chirurgien qui reste le patron. Docteur Doublemène, cette situation-là où on est entre deux eaux, c'est quelque chose qui parle dans le quotidien? Complètement, parce que des fois, les patients font acte de bravoure presque pour faire plaisir au chirurgien en pensant qu'on a choisi. Et après, bon, il y a des ressources qui consistent à dire aux patients, écoutez, manifestement, vous ne réalisez pas, mais vous mettez en danger et je préfère qu'on complète l'anesthésie pour l'approfondir et faire en sorte que tout se passe bien. Et ce n'est pas toujours facile pour un chirurgien de justement prendre cette hauteur-là et pas se croire surpuissant et de dire je vais me débrouiller quand même, parce que c'est quelque part un challenge aussi et ça peut titiller certains. Exactement. Mais ce que vous dites me paraît essentiel, et au-delà de l'ophtalmologie et de cette affaire, le chirurgien porte déjà énormément sur ses épaules. L'indication, l'acte, le suivi, tout un tas de choses. Il y a une zone où il ne doit pas porter sur ses épaules. En termes d'information, la loi exige désormais qu'on informe, même si on estime que ce n'est pas toujours facile pour le patient d'entendre des choses. Il faut informer. Ce n'est pas au chirurgien de porter sur ses épaules un déficit d'information. De la même façon, au bloc opératoire, un patient qui dit non, ça va, comme vous le décrivez très bien, par compassion pour le chirurgien, il veut lui faire plaisir, il le remercie déjà. Non, je ne porte pas ça sur mes épaules. J'estime qu'il y a la circonstance d'intervenir plus avant en anesthésie. Je procède. Ok, donc un exercice de lucidité dans notre exercice professionnel, c'est une évidence quand on en parle, mais dans l'instantanéité de l'action, c'est pas toujours simple. Voilà. Mais il y a un point complémentaire dans cette histoire sur lequel je voudrais aussi m'arrêter, c'est que
quand on raconte le cas juridique, on voit que le chirurgien ophtalmologiste se rend compte quand même qu'il y a des mouvements oculaires involontaires, mais peut-être un peu trop importants. Peut-être d'ailleurs, il se dit, mais mon Dieu, il y avait aussi cet antécédent de traumatisme. À ce moment-là, on ne sait pas toute l'histoire, mais peut-être. Et il a une forme de doute péropératoire à cet instant-là. Ce doute n'est pas rapporté dans le compte-rendu opératoire. Et je m'interroge là, en tant que chirurgien, est-ce que dans un compte-rendu opératoire, jusqu'où je dois aller? Est-ce que je dois faire part à un moment donné, une situation difficile? C'est une chose. Deuxièmement, est-ce que je dois dire, est-ce que j'ai douté à cet instant-là? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je ne peux pas le dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans la description, non pas de la technique, telle qu'on pourrait le lire dans l'EMC ou un autre, mais dans la réalité de ce qui s'est passé? On est juste avant l'heure de l'enregistrement vidéo des chirurgies, où un jour, ce ne sera peut-être pas un compte-rendu écrit, mais un film de nos interventions. Donc aujourd'hui encore, on a cette latitude. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'est déjà l'heure de la vidéo aux États-Unis dans beaucoup d'établissements, et ça me fait mal de le dire, mais là aussi, c'est une des tristesses contemporaines, c'est l'époque de la transparence. On ne peut pas se permettre de ne pas l'être dans le compte-rendu opératoire. Parce que, d'abord, les faits, les complications postérieures vont être des éléments de révélation de ce qui s'est passé. Donc, ne pas le mentionner, c'est montrer une tentative d'occulter, c'est pas bon. Ensuite, parce qu'en mentionnant les complications, les difficultés, et ce qu'on a décidé de faire, à tort ou à raison, on montre à l'expert complètement ce qui s'est passé, et on lui permet de se mettre un petit peu plus aisément à votre place de chirurgien, et d'atténuer peut-être une erreur commise dans le choix de la décision. Donc ça veut dire que dans le compte-rendu opératoire, et on est beaucoup à avoir des comptes-rendus type, il faut se laisser aller à apporter des commentaires complémentaires descriptifs au minimum, de dire cette situation est très difficile, cette situation était délicate, cette situation a présenté une survenue hémorragique ou autre qui n'était pas prévue et qui a modifié le geste. Il faut aller jusqu'à ce détail. Indispensable. D'abord, le compte-rendu type, ça me fait bondir parce que ça ne doit plus exister. C'est au maximum une matrice, fait pour être complété. Alors, s'il ne se passe rien, on ne va pas écrire du Proust Bien sûr. pour le plaisir. Hein. Mais c'est ça, et il doit être complété partout. J'ai un exemple, pas en ophtalmo, mais en viscéral, où un chirurgien avait perforé parce qu'il y avait de la fibrose, des choses comme ça. Ce n'était pas mentionné. Au moment de l'expertise, un an plus tard, il dit, il y avait de la fibrose, c'est comme ça que je n'ai pas vu, etc. Et l'expert lui dit, mais ce n'est pas dans votre compte-rendu opératoire. Autrement dit, ce qui pourrait ne pas être une faute s'il y a une particularité anatomique qui génère la perforation, devient une faute si dans le compte-rendu opératoire, il n'y a rien. Et on peut comprendre l'expert, parce que sinon, on va tous sortir à chaque procès qu'il y avait une particularité anatomique, même si elle n'est pas dans le CRO. Donc dans le CRO, dans le compte-rendu opératoire, il est essentiel d'utiliser la matrice et de la compléter avec toutes les particularités de l'affaire, en particulier s'il y a une complication et ensuite des préjudices. Hein. On fait les choses complètement. Alors justement, je reviens à nouveau sur le cas. Ce cas donne lieu derrière à la sollicitation d'un deuxième chirurgien et d'une chirurgie de reprise pour traiter cette complication qui elle-même va être sanctionnée par une nouvelle complication jusqu'à la vitrectomie. Alors, d'abord, est-ce que cette cascade, c'est quelque chose qui est fréquent du côté clinique, chirurgical? Est-ce que vous, si vous êtes amené à reprendre un patient qui s'est déjà compliqué dans cette circonstance-là, vous prenez des mesures particulières d'annonce ou vous savez dans le risque d'aller jusqu'à des gestes plus complexes encore? Ah oui. Je pense qu'il faut le prévoir, il faut prévenir le patient. Et là encore, typiquement, les traumatismes peuvent aussi prédisposer à la survenue d'un décollement de rétine quand il y a une rupture capsulaire, puisqu'il semble que c'eût été la complication, ça a été la complication à déplorer initiale.
le risque de décollement de rétine augmente encore. Et effectivement, pour le deuxième chirurgien, c'est essentiel de prévenir le patient que ce n'est pas une chirurgie, ce n'est pas une retouche chirurgicale, c'est la gestion d'une complication d'une chirurgie qui ne s'est pas bien passée, quoi. Est-ce que là, tout à l'heure, on a un peu parlé de charge mentale pour le chirurgien. Dans cette situation-là, la charge mentale pour le chirurgien qui va prendre en charge cette complication, elle est plus importante que celle du premier chirurgien à vos yeux? Une fois que la complication est survenue, je préfère être à la place du deuxième chirurgien qu'à la place du premier, parce que le premier, finalement, tout le monde et lui-même risque de penser que c'est de sa faute. Eh oui. Et encore une fois, loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit, mais c'est vrai que le chirurgien qui reprend le patient secondairement, il a un peu le rôle de sauveur, entre guillemets. C'est lui qui va rétablir une situation anatomique favorable, c'est lui qui va éventuellement éviter au patient d'avoir des problèmes plus graves ultérieurement, etc. Alors, ça tombe bien que vous évoquiez ça, parce que pour aller dans l'autre sens et apporter de la controverse, moi j'ai souvent entendu cette formulation un peu simpliste qui dit « c'est le dernier qui touche qui a perdu ». Autrement dit, le chirurgien de la reprise va s'exposer, s'il engage la reprise, à plus de risques lui-même en termes de complications. Alors, je vais me tourner vers vous, Maître Laccueil. D'un point de vue juridique, est-ce que le chirurgien qui reprend la complication d'un confrère ou d'une consoeur qui a précédé est exposé lui-même à plus de risques de complications pour lui-même que le précédent, d'un point de vue juridique? Il n'y a pas d'aggravation de la responsabilité pour un chirurgien qui procède à une reprise et qui essaye de sauver, de récupérer une situation antérieure, qu'elle soit d'ailleurs fautive ou non fautive, puisqu'il y a des complications, la plupart d'entre elles, qui émanent de l'évolution des choses regrettables, mais en l'absence totale de faute. Donc il n'y a pas du tout d'aggravation de responsabilité. Par contre, évidemment, il faut poser la bonne indication. Il ne faut pas commettre une autre faute, une nouvelle faute, mauvaise indication opératoire. Il faut faire le bon geste. Il ne faut pas, parce que c'est une reprise, faire le mauvais geste. Autrement dit, il faut faire les choses normalement et correctement, en conformité avec les données acquises de la science. Et puis vous rajoutez à ça quelque chose qui est essentiel pour tout le monde, même lors du premier geste, vous rajoutez l'information. C'est le moment là aussi de faire passer au patient que c'est une complication, que ce n'est pas nécessairement simple, voilà les avantages, les risques, etc. Et tout ça avec une traçabilité écrite. Et ce qu'on pourrait dire, de ce que je comprends bien, c'est que le bagage d'informations qui est à apporter au patient là aussi pour comprendre sa situation, est alors peut-être d'autant plus à hypertrophier dans cette deuxième situation, encore plus que la première des situations de prise en charge initiale. Et tracé. Pas seulement oral. L'oral, c'est fondamental. Parce que c'est la relation entre le chirurgien, entre le médecin et le patient. Il y a énormément de choses qui vont passer au-delà de ce qui est dit. Mais pas que l'oral, parce qu'il peut y avoir un procès après-demain, et il faut une trace écrite. L'oral, au moment du procès, il n'existe plus. Alors, je reviens sur la recherche de la responsabilité. Si je remonte un petit peu dans l'histoire, il n'y avait pas d'anesthésiste. Imaginons un autre scénario. Le chirurgien ophtalmologiste se rend compte des mouvements involontaires, se dit « Ah là, il faut que je fasse quelque chose », appelle un confrère ou une consoeur anesthésiste qui arrive et qui, du coup, fait une sédation plus profonde, en imaginant qu'elle se passe bien, mais que quand même, il y a quand même des conséquences parce qu'il y a des mouvements involontaires et qu'il y a quand même une complication. Quelle est alors la responsabilité là de l'anesthésiste qui, au pied levé, quelque part, est interpellé pour venir? Elles ne sont pas faciles les questions, mais justement, est-ce que lui... C'est pas facile. Vraiment, tout va dépendre de ce qui va être écrit dans le compte rendu opératoire et dans le dossier d'anesthésiste. Autrement dit, dans le cas de figure précis que vous venez de décrire, il incombe à l'anesthésiste de mentionner très précisément à quel moment il est intervenu, à quel stade de l'intervention, quels étaient les signes déjà apparents au moment où il intervient, pourquoi on lui demande d'intervenir, et puis il va faire son truc. Et là, voilà. Moi, j'aimerais vous poser une question, si je peux me permettre. J'ai toujours entendu dire de la même façon que les responsabilités étaient partagées
Et c'est vrai que s'il y a une erreur d'anesthésie, assez souvent, le chirurgien est aussi impliqué. Normalement, le droit, c'est chacun est responsable de sa partie. ses actes. Il n'y a pas de responsabilité collective. Vous avez raison, il y a la notion d'équipe. Mais pour autant, l'anesthésie, c'est par l'anesthésiste et le chirurgien, les actes chirurgicaux, le suivi, etc., c'est le chirurgien. Alors ensuite, si les choses commencent à s'entremêler, on a 1 milliard de cas de figure. Oui, c'est vrai. Mais l'anesthésiste qui arrive au moment où il y a une complication due à l'anesthésie ou au défaut d'anesthésie, il faut que ce soit bien tracé. J'arrive à ce moment-là, on m'appelle parce que, etc., etc. Et là, il va se couvrir, donc il peut intervenir sans crainte. Il n'y a qu'un seul document qui fait foi à la fin de cette intervention, c'est le compte-rendu opératoire. Ça veut dire que ce compte-rendu opératoire, à nouveau, même sur la base d'une matrice, doit être aménagé de sorte à ce qu'on dit qu'on a fait faire venir une intervention d'une ressource tierce, anesthésiste X ou Y, au décours de l'intervention pour telle et telle raison, et que les raisons soient étayées dans ce compte-rendu. C'est bien ce document dont on parle. Alors pas seulement, ça, le compte-rendu opératoire, c'est le chirurgien. Et oui, et c'est pour ça que... L'anesthésiste a son dossier. Entendu. Il a son dossier et il fait preuve, normalement, il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans son dossier, sur un cas aussi spécifique, il va marquer toutes ses données biologiques, etc. Et il va mentionner l'heure à laquelle il arrive, il intervient, et il va faire son dossier après, à la sortie du bloc. Je retiens d'abord et avant tout qu'il ne doit pas y avoir de banalité dans, on va dire, la prise en charge du propos. Et si parfois on peut se laisser aller à une évocation de simplicité d'acte, il faut quand même ménager son ardeur parce qu'on peut du coup donner faussement l'impression que c'est trop simple. C'est très bien dit. En oubliant les complications. Il faut avoir un exercice de transparence. C'est le deuxième point que je soulignerai. C'est une évidence, mais ce n'est pas forcément une évidence dans l'exercice de la réalité de la pratique pour rentrer à ce point dans le détail dans la rédaction du compte-rendu opératoire. Et je rajouterai, dernier point, puisqu'on l'a évoqué, que ce compte-rendu peut être doublé d'un compte-rendu d'anesthésie le cas échéant, ou en tout cas que la documentation d'anesthésiste, s'il devait intervenir, doit associer des éléments de l'anamnèse, de la prise en charge, et pas juste du coup expliquer qu'il a endormi à tel moment et que s'est arrêté à tel moment. Voilà, c'est un point très important. Eh bien écoutez, Dr Blumen et Maître Lacqueuille, je vous remercie. Je reçois maintenant, pour poursuivre cette discussion, une juriste en défense et indemnisation du cabinet Branchet pour discuter dans les faits des modalités de la prise en charge. Madame Cary, je vous retrouve pour discuter de ce cas juridique. Vous êtes juriste en défense et indemnisation du cabinet Branchet et en l'espèce, on s'est bien rendu compte que la situation de ce chirurgien ophtalmologiste était particulière parce que très certainement fautive. C'est une situation qui peut-être entraîne une particularité dans la prise en charge. Alors concrètement, quand il y a une mise en cause qui est faite de cette nature, le chirurgien qui vous téléphone, dans quelles circonstances se trouve-t-il? Que vous dit-il? Et qu'est-ce que vous faites immédiatement? Alors le chirurgien il va nous appeler, ne serait-ce que soit en fait pour nous demander des conseils, soit parce qu'il a reçu une réclamation. La plupart du temps, c'est parce qu'il a reçu une réclamation. Tout de suite, il s'empresse d'informer son assureur pour que l'assureur intervienne. Une réclamation de la part du patient ou une réclamation de la part du conseil du patient? Ça peut émaner soit du patient lui-même, parce qu'il considère que il peut très bien s'en sortir et faire sa réclamation, soit il s'est déjà entouré d'un conseil ou de sa protection juridique et à partir de ce moment-là, l'interlocuteur, ce n'est plus le patient, c'est son conseil ou sa protection juridique. Quand l'assuré, donc le praticien, a eu une réclamation, il nous la déclare et à partir de ce moment-là, la juriste va devenir la juriste en charge de ce dossier du début à la fin et elle va instruire la réclamation du patient. Alors ça, c'est très important. Je comprends que dans le cabinet Branchet, il y a un ou une juriste qui va prendre en charge le sujet dont il est question, qui va le suivre, ce qui va
éviter qu'il se répète. Bien sûr, ça va faciliter l'interaction avec notre assuré. Il n'aura pas à refaire toute l'histoire en essayant de re-raconter ou d'essayer de trouver un interlocuteur. Il l'a, c'est la juriste, il a notre ligne directe, il peut nous appeler pour nous demander des conseils, où en est le dossier, et on va pouvoir lui apporter une réponse adéquate. Mais quand même, il va y avoir à un moment donné l'intervention d'un ou de plusieurs avocats. On a vu tout à l'heure Maître Laccueil notamment. Du coup, cette intervention, elle va avoir lieu, j'imagine, dans l'histoire de l'instruction du dossier, petit à petit, par votre intermédiaire. Alors, tout va dépendre de la procédure que va initier le patient. Le patient, s'il fait sa réclamation tout seul, comme on vient de le voir, ça va être la juriste qui va gérer avec l'aide d'un médecin conseil qui va analyser le dossier. Mais on ne va pas faire appel à un avocat. En revanche, si le patient se dirige vers une procédure, type une procédure devant le tribunal judiciaire, alors à partir de ce moment-là, on va missionner un avocat parce que de toute façon, il va y avoir besoin de plaider, de se rendre à l'expertise, etc. D'accord. Est-ce que le fait d'être dans une situation où l'on se sait, où l'on se croit, où l'on craint d'être dans la faute, change de votre regard le travail qui va être fait, peut-être de votre expérience? Est-ce que cela change l'attitude des chirurgiens qui pourraient se retrouver plus dans la peur de se révéler ou de se dévoiler? Comment est-ce que vous accompagnez cette situation qui n'est pas simple? Alors, tout est différent vu que chaque personne est différente. On peut avoir un assuré qui tout de suite va reconnaître son erreur, nous en parler. Et du coup, on est averti à l'ouverture du dossier. On se dit que ça va être un dossier un peu plus compliqué, mais justement, ça va nous aider pour essayer de trouver les points forts dans le dossier. En revanche, il arrive qu'on soit un peu plus en retrait quand on a commis une faute, qu'on le sait, et donc on va essayer un peu de la masquer, ce qui n'est pas forcément très pertinent parce que de toute façon, comme je le disais, on va instruire le dossier, on va regarder la prise en charge, et forcément on va se rendre compte à un moment donné s'il y a des points faibles. Si maintenant on se penche sur le dernier élément, imaginons que la procédure s'engage, il y a une mise en cause qui est avérée. Dans quelle mesure le chirurgien peut s'inquiéter derrière de ce qui pourrait lui être demandé d'un point de vue financier? Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce que justement, en tant qu'assureur, on est là pour ça. Il y a une mise en cause, on va couvrir absolument tout, on va couvrir les frais de défense, on va couvrir l'éventuelle indemnisation du patient. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude et c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à ce que dès qu'il y a une réclamation, il ne faut absolument pas la cacher ou quoi que ce soit, il faut appeler son assureur, lui en faire part et après c'est l'assureur qui prend le relais. Alors du coup, si je reviens plus précisément à notre cas, à cet ophtalmologiste, dans sa circonstance, où a priori une faute serait peut-être avérée, quelle est la prise en charge que le cabinet Branchet proposerait? Alors, soit le patient s'est dirigé vers une réclamation vis-à-vis de l'assuré et à ce moment-là, il va avoir une instruction du dossier par notre médecin conseil qui va certainement relever les points faibles qu'on vient d'évoquer. À ce moment-là, à l'issue de son analyse, il nous dira qu'il vaut peut-être mieux essayer de transiger parce qu'il y a tel et tel point faible. Et à ce moment-là, la juriste va prendre attache avec le patient pour essayer de rentrer en pourparlers, pour lui proposer une indemnisation, pour essayer de clore ce dossier. Si le patient, par contre, décide d'engager une procédure, alors à ce moment-là, il y aura la mission d'un médecin conseil de la spécialité de l'assuré et l'avocat qui se rendront à l'expertise qui a été désignée. Et à ce moment-là, il y aura évidemment, on sera préparé au fait qu'il y a des points faibles, on essayera de démontrer qu'il y a aussi des points forts et l'expert rendra un rapport et sur la base de ce rapport, on essaiera également de transiger parce qu'on sait qu'il y a des points faibles dans ce dossier et que ça ne sert à rien en fait finalement de faire perdurer la procédure parce qu'on sait qu'il y a des points faibles dans cette prise en charge. Eh bien écoutez, Madame Carry, je vous remercie. Merci à vous.
Cette affaire nous rappelle qu'une intervention, même jugée bénigne, peut être sujette à de multiples complications et événements indésirables. L'œil humain est fragile, le patient est vulnérable et le chirurgien n'a pas le droit à l'improvisation. La préparation, l'écoute et la traçabilité sont les meilleures garanties pour une médecine responsable et de qualité. Merci d'avoir suivi cet épisode de Sur le banc des assurés. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle audience où se croisent soins, justice et confiance.